J'ai envie de vous parler d'un moment qu'on connaît bien dans notre maison de naissance, puis à mon avis dans beaucoup d'autres maisons de naissance. Ce moment un peu flou, un peu tendu aussi parfois, où le terme est dépassé, où les jours s'ajoutent et où la pression monte. À la bulle, on suit les familles jusqu'à 41 semaines et 6 jours. Et justement, en ce moment même, on a l'une de nos patientes qui est à plus de 41 semaines. Elle va bien, son bébé va bien, les monitos sont parfaits, elle sent que ça travaille doucement. Pourtant, elle a rendez-vous chez son gynécologue pour parler de déclenchement. Parce que dans notre système, à partir de 41 semaines et 3 jours, on commence à déclencher sérieusement. Et moi, j'ai envie qu'on se pose, qu'on regarde les chiffres, puis qu'on questionne un peu cette norme. Est-ce qu'on est vraiment en retard? Est-ce qu'un déclenchement, c'est forcément nécessaire? Et surtout, qu'est-ce que ça change de laisser le temps au bébé de décider? Donc aujourd'hui, j'ai envie de parler de ce moment charnière, celui où la date prévue est dépassée et où la confiance, elle peut faire vraiment toute la différence. Depuis 3 ans, dans le podcast Sage-Femme Authentique, je fais entendre des voix. Celles des femmes, des familles, des sages-femmes, des naissances vécues. Et cette année encore, je participe au défi J'envoie. Un épisode par jour pour raconter, ressentir, relier. Bienvenue dans Sage-Femme Authentique. Aujourd'hui, on va parler de ce sujet, et pas n'importe lequel. Il est à la fois technique, émotionnel, politique aussi. Le dépassement de terme. Et ouais, c'est un moment franchement qui cristallise beaucoup de choses. L'attente, la projection, la pression, parfois même la peur. Et dans beaucoup de cas, tout va bien. On va le reconnaître. Le bébé va bien, la maman va bien, et on pourrait simplement continuer à surveiller, à écouter, à accompagner. Mais dans la réalité, à 41 semaines et 3 jours, dans beaucoup de structures, on déclenche. Donc comme je le disais dans l'introduction, à la bulle, on suit les femmes jusqu'à 41 semaines et 6 jours. Et je peux vous dire que ces quelques jours supplémentaires, ça peut à la fois être précieux dans le sens où ça peut laisser le temps au temps, mais ça peut être aussi bousculant. Parce que justement, on ne rentre pas dans le cadre qui est décidé par l'autorité médicale de base, en disant nous on accepte jusque 41 et 6. Ah oui, mais nous c'est 41 et 3. Est-ce que ces 3 jours font vraiment la différence? Alors, j'ai envie de prendre le temps justement de questionner qu'est-ce qu'on fait quand le terme est dépassé. Pourquoi cette urgence soudaine? Qu'est-ce que nous disent vraiment les données scientifiques? Et comment on peut soutenir les familles pour qu'elles fassent un choix éclairé, aligné, plutôt que, comme d'habitude, en fait, dicté par la peur. Donc c'est de tout ça qu'on va parler aujourd'hui. Ce que je vois très souvent, c'est que le passage à 41 semaines, ça devient presque un tournant psychologique. Jusque-là, tout le monde est détendu, le bébé arrivera quand il est prêt, etc. Je me sens prête. Et puis d'un coup, 41 plus 1, 41 plus 2, on sent la tension qui monte là. Puis alors, il suffit qu'il y ait eu un rendez-vous avec le gynéco qui commence à parler de déclenchement. Les proches qui demandent alors, toujours rien, mais c'est pas normal, comment ça se fait qu'on ne déclenche pas, etc. Et chez les femmes, il y a cette petite voix intérieure qui commence à douter. Et si j'attendais trop? Et si c'était dangereux? Et s'ils avaient raison? J'ai en tête justement donc cette patiente qu'on suit en ce moment, qui est donc à 41,3 aujourd'hui. Tous les voyants sont en vert, le monito est parfait, le liquide est bon, le bébé est tonique. Elle a un peu de pré-travail, elle sent que ça se prépare. Mais elle a ce rendez-vous avec son gynécologue où on va lui parler déclenchement, elle le sait. Alors on a pris le temps hier de discuter, de poser les données, de se rappeler que si tout va bien, en fait, il n'y a pas de compte à rebours fatal, d'accord? Et pourtant, même avec toutes ces informations, même avec un suivi respectueux, le poids mental, il reste énorme, il est immense. Et elle me l'a dit, je ne suis pas sûre, moi, d'arriver à dire non. C'est pas évident pour moi, c'est pas dans ma manière de faire, etc. Et comme c'est pas mon expertise, eh bien c'est difficile de se poser, de se positionner et de dire mais en fait non. Parce qu'on est face à un système où le dépassement de terme, il est vu comme une anomalie, un risque, un écart. On dit souvent que le terme, en tout cas en Belgique, on dit que c'est 40 semaines. Mais 40 semaines, c'est rien. En plus, donc on utilise 40 semaines en Belgique, mais on va juste de l'autre côté de la frontière. Et finalement, le terme sera déjà 1 semaine plus tard, 41 semaines. Après, ça n'empêche pas que la deadline reste la même, 41 semaines et 3 jours. Donc parfois, je me dis que c'est quand même plus confortable pour les Belges que pour les Françaises qui ont en tête une date et puis qui 3 jours après doivent être déjà en travail, sinon on déclenche. Mais quand même, il y a pas mal de fois où je répète que en fait, c'est une décision qui a été prise, que c'est une date qui a été décidée un peu par consensus en Belgique, mais que ça reste une estimation et ça reste quelque chose qui a été décidé
mais ça a des limites en fait. Quand on parle de dépassement de terme, il faut comprendre comment est estimé ce terme, et c'est là que ça devient intéressant. Donc en fait, la date de terme prévue d'accouchement, la DPA, elle repose traditionnellement sur ce qu'on appelle la règle de Nagel, du nom d'un obstétricien allemand du début du 19e siècle. Donc autant vous dire que ça date quand même beaucoup. Le principe est plutôt simple, mais aussi un peu rigide. On parle donc de la DPA, c'est le premier jour des dernières règles, plus 1 an, moins 3 mois, plus 7 jours. Ou plus simplement la date des dernières règles, plus 280 jours, soit 40 semaines d'aménorrhée. Donc c'est cette règle qui est encore utilisée comme base dans beaucoup de logiciels médicaux, dans les calendriers de grossesse, dans les applications, mais ce calcul, il comporte plusieurs biais. D'abord, ça suppose un cycle menstruel de 28 jours, avec une ovulation pile au 14e jour. Donc c'est ce qui est loin d'être le cas pour toutes les femmes. Il y en a certaines qui ovulent plus tôt, d'autres plus tard, certaines qui ont des cycles plus longs, plus courts, etc. Donc c'est déjà un premier biais qui est déjà énorme. En plus de ça, il ne tient pas compte de la date réelle de fécondation, qui est finalement très variable, surtout si les rapports sont espacés. Puis je le rappelle en plus, c'est pas le rapport qui compte. Par exemple, on peut avoir un rapport et avoir une fécondation 5 jours après. Donc même avec une échographie de datation, reste une marge d'erreur quand même de plusieurs jours, voire parfois d'une semaine. Ici, notre patiente, en plus, elle a découvert sa grossesse tardivement. Donc on se base sur un calcul qui n'est pas fiable. Et donc on est en train de mettre la pression à une patiente qui n'est pas forcément prête, et son bébé non plus. Et en fait, on a peut-être encore juste carrément le temps. Les courbes utilisées, elles sont calibrées à partir d'un modèle moyen. Moi, j'aime rappeler quand même que quand on plante les mêmes graines en même temps, toutes les plantes ne sortent pas en même temps. Si la nature, elle fait ça, pourquoi est-ce que nous, on fait pas ça pour les bébés? Ce que disent les chiffres, c'est qu'en fait, il y a moins de 5% des femmes qui accouchent à la DPA exacte, et l'intervalle physiologique d'un accouchement à terme, ça va de 37 à 42 semaines. Il y a même certaines études qui montrent que la durée moyenne de la grossesse, elle serait plutôt autour de 41 semaines, voire un peu plus chez les primipares. Donc quand on parle de dépassement de terme à 41 plus 1, à 40 plus 1 ou 40 plus 4, on oublie une chose essentielle, ce terme, c'est qu'une estimation, c'est pas une date d'expiration. La manière dont on pose cette estimation influence vraiment la suite de la prise en charge. Et ça, il faut en prendre conscience. Il y a beaucoup de femmes qui se retrouvent mises sous pression dès 40 semaines, alors que leur corps suit peut-être simplement son propre rythme physiologique. Et je pense que c'est là que l'accompagnement global change, l'écoute, la patience, parce que ça peut prendre tout son sens. Et ça me rappelle que j'avais fait tout un épisode aussi sur quand annoncer qu'on est enceinte, etc. Mais aussi, quelle date donner pour la date de son terme. Et clairement, ne donnez pas la date de terme qu'on vous donne. Donnez 2 semaines après, comme ça on va vous laisser en paix. C'est trop important de se rendre compte à quel point la pression des proches qui sont bienveillants. Ils veulent juste savoir que tout va bien et puis ils espèrent que tout va bien aller pour le bébé, etc. Mais cette pression est énorme. Les coups de téléphone que reçoivent les parents pour dire alors, il est toujours pas là, on va l'appeler Désiré, etc. À 41 et 3, qu'est-ce qu'on entend le plus souvent? Vous prenez des risques, faudrait pas attendre trop, on va déclencher pour être plus sûr, etc. Mais pour être sûr de quoi en fait? Que le bébé naisse à l'heure qu'on a choisie? Que la machine hospitalière puisse organiser cette prise en charge, etc. Non, on parle pas assez du stress que ces injonctions génèrent, ni du fait que pour beaucoup de femmes, accepter un déclenchement, c'est pas un vrai choix. Finalement, c'est un choix sous pression, c'est un choix par défaut. J'ai encore rencontré un couple hier qui m'a expliqué que à 41 plus 3, ils ont accepté le déclenchement parce qu'on leur a dit que c'était comme ça. Ils n'avaient même pas la sensation qu'en fait ils avaient le choix. Puis finalement, ils ont été pris dans l'engrenage de ce déclenchement qui a pris des jours et tout ça a fini par une césarienne. Et ils m'ont dit, a posteriori, j'ai l'impression qu'on s'est fait piéger. C'est dommage de se rendre compte après, en fait, qu'on a mis le doigt dans l'engrenage et puis qu'on s'est fait happer par la machine. On en parle franchement, parce que ce déclenchement médical pour dépassement de terme, c'est devenu quasi systématique à 41 semaines et 3 jours, parfois même avant. Il suffit qu'on dise « Ah, mais il est quand même gros, ce bébé !» Ça aussi, c'est des injonctions et des peurs. J'ai encore un bébé qui a été déclenché à 40 semaines, je pense, parce que c'était estimé à être un gros bébé au-delà du P99, donc au-delà de toutes les courbes vraiment catastrophiques, etc. Et ce bébé faisait 3,4 kg. Donc en fait, cette maman et ce bébé ont subi un déclenchement parce qu'on avait peur du gros bébé, avant 41 semaines et 3 jours pour le coup, si on aurait pu aller jusqu'à 41 et 6 sans aucune médicalisation, et puis même après on a le droit de dire non.
Et pourtant, en fait, ce bébé n'était pas du tout au-delà des courbes et il allait très bien. Alors, qu'est-ce que disent les études et les chiffres? Eh bien, ça montre qu'il y a une légère augmentation, effectivement, du risque de mort fœtale in utero. Et c'est pour ça qu'on parle de déclenchement. Mais ce risque, il reste extrêmement faible. On parle de quoi? Le chiffre, il est de l'ordre de 6 décès de mort fœtale in utero sur 10 000 bébés à 41 semaines. Et on parle de 40 à 42 semaines, 10 morts fœtales in utero sur 10 000 bébés. Et ça, c'est sans tenir compte du suivi, des moniteurs réguliers, de l'état clinique de la mère et du bébé. D'ailleurs, dans les études les plus solides, en fait, la surmortalité, elle concerne surtout les grossesses non surveillées ou les cas où il y a d'autres facteurs de risque qui sont présents. Or, c'est pas le cas ici. D'accord? Donc, on a des outils de surveillance, des monitos, des échographies, des évaluations. On fait des profils chez les bébés. Quand on fait les échographies, on peut suivre, on peut attendre en toute sécurité. Le déclenchement, on l'oublie de le dire, mais c'est pas anodin, c'est pas neutre. C'est pas juste « Ah, je vais vous donner une petite molécule qui va mettre en route votre travail ». Non, c'est 6 fois plus de risque de césarienne. C'est souvent plus douloureux pour la maman comme pour le bébé. Il y a moins de satisfaction dans l'expérience de naissance, il y a plus de risque de rupture du lien, d'allaitement perturbé, d'expériences vécues comme violentes, comme traumatisantes, subies. Un accouchement qui ne respecte pas le rythme de la femme et du bébé, ben voilà, ça n'aide personne. C'est pas une fatalité, évidemment. Il y a certains déclenchements qui se passent très bien, tout simplement parce que le bébé, en fait, il était prêt. Dans les heures, ça se serait peut-être mis, tout simplement en route tout seul. Mais c'est pas une solution par défaut. Enfin, faut rester avec des choix informés et vraiment éclairés. Donc, les vraies questions à se poser, toujours la même chose, ce que je rappelle souvent, avant de dire oui ou non, on se pose les questions et on revient à l'outil Brain. B. Quels sont les bénéfices de ce déclenchement dans ma situation? R. Quel est le risque pour moi et mon bébé à court, moyen et long terme? A. Quelles sont les alternatives? La surveillance renforcée, l'acupuncture, le fait d'aller voir l'ostéo, le fait de se faire masser, mais de suivre de manière renforcée ce bébé et cette maman pour s'assurer que on n'est pas en train de glisser, mais que tout le monde va bien. Si tout le monde va bien, si tous les feux sont ouverts, pourquoi est-ce qu'on n'attend pas? Qu'est-ce qui me dit mon intuition? Comment est-ce que les choses se mettent en place? Et puis, qu'est-ce qu'on fait s'il ne se passe rien? Si on ne fait rien, N pour ne rien faire. Pour l'instant, si on ne fait rien, qu'est-ce qui se passe? C'est des vraies questions. Pour reprendre la main. Ça me rappelle l'épisode d'hier où je vous ai parlé du nom, et puis les épisodes où je vous avais parlé de est-ce qu'on est vraiment informé en salle de naissance, où je vous parlais de l'outil Brain, et puis où je vous parlais aussi des protocoles qui ne valent pas le consentement, donc les épisodes 124 et 165 que je vous remets en lien dans la description de l'épisode. On oublie souvent, en fait, un truc très important. La pression psychologique, justement, dans ce dépassement de terme, cette fameuse course contre la montre quand on arrive à 41, 41 et 1, 41 et 2, etc. C'est ce moment où, au lieu d'être dans l'accueil de la fin de grossesse, on est submergé de peur. Peur d'être déclenché, peur de ne pas savoir dire non, peur que ça tourne mal, peur de ne pas réussir à accoucher à temps, etc. Et le problème, c'est que la peur sécrète une hormone qui est l'adrénaline. L'adrénaline, c'est l'hormone de la survie, pas du tout de la naissance. Et l'adrénaline, ça freine l'ocytocine, ça prend la place de l'ocytocine, alors que c'est l'ocytocine qui met en route le travail. Donc l'ocytocine, c'est l'hormone du lien, de l'amour, du lâcher-prise. C'est quand on se sent en sécurité, quand on se sent aimé, connecté, que le travail se lance. Donc parfois, plus on met la pression pour que le bébé arrive, en fait, plus on retarde sa venue. Alors à ce stade, c'est pas une technique médicale qu'il vous faut, c'est un retour à soi, à son bébé, à son histoire. Je vais vous partager ce que je recommande souvent aux familles que j'accompagne pour aider dans ces moments de fin de grossesse qui commencent à être touchy, commencent à être difficiles. Sur le plan émotionnel et symbolique, moi ce que je dis souvent c'est écris à ton bébé, parle-lui, dis-lui que tu l'attends, que tu lui fais confiance, explique-lui que la peur c'est celle des autres, que vous vous êtes prêts, etc., etc. Écris cette lettre. Tu peux aussi écrire tes peurs, les libérer, laisser place à la confiance. Tu peux les brûler, puis aller les jeter dans l'eau, les enfouir dans la terre, etc., etc. Ce que je t'invite à faire aussi, c'est de revivre le chemin parcouru. Peut-être faire une méditation pour replonger dans le tout début de cette grossesse, voir combien tu as changé, tu as cheminé, te remercier pour faire grandir un bébé qui est là sur le point d'arriver. Se rappeler que c'est une question de jours maintenant et que
ce bébé va finir par venir. Le plus drôle, c'est que c'est souvent quand les femmes me disent « Oh, mais il va jamais sortir, je vais être enceinte toute ma vie » que ça se déclenche. Profitez de ces derniers instants en 2 en 1. Savoure ce lien si particulier, cette présence partagée. Je sais qu'à la fin, ça devient inconfortable et que c'est difficile de se projeter là-dedans, mais des fois, justement de rentrer en connexion avec le bébé, et je te remets en lien dans la description de l'épisode aussi les 2 méditations que j'ai déjà faites sur le podcast, une qui est vraiment pour se connecter au bébé, et une aussi qui est pour visualiser une naissance positive. Et en général, c'est des choses aussi qui peuvent t'aider sur le plan émotionnel et symbolique dans cette fin de grossesse. Concrètement, pour soutenir le corps aussi, ce que je propose souvent, c'est de se faire masser. Le massage, ça déclenche aussi une belle montée d'ocytocine. On a certaines doulas avec qui on travaille qui proposent même des massages spécifiques pour soutenir la mise en route. Donc voilà, ça peut être aussi une bonne chose. Évidemment, comme toute chose, ça ne fonctionnera que si tout est prêt. C'est pas la solution miracle. Ce que je propose aussi, c'est d'aller voir l'ostéopathe pour s'assurer que le bassin, les ligaments, les tissus, tout est libre, prêt à accueillir le passage du bébé, que le bébé peut être bien positionné, qu'il n'y a pas de tension en fait. Autre possibilité, l'acupuncture, parce qu'en fait, il y a des points bien spécifiques qui sont très utiles pour stimuler naturellement le déclenchement avec l'activité utérine, etc. Donc, vous pouvez aussi aller voir un ou une acupunctrice qui est spécifique dans justement le suivi des femmes enceintes et qui peut vous aider par rapport à ça. Autre technique, tirer son lait, 20 minutes toutes les heures. C'est ce qu'on propose parfois après une rupture prolongée de la poche. Et en plus, le colostrum récolté, il sera précieux dans les premiers jours. Alors évidemment, s'acharner à tirer son lait alors qu'on n'a rien du tout, ça va pas aider. Par contre, quand on est un petit peu en pré-travail, là, que ça chipote un peu mais que ça monte pas en puissance, tirer à ces moments-là, ça peut vraiment aider. Donc voilà. Faire l'amour, évidemment. On parle de cette méthode à l'italienne, hein, mais c'est pas juste pour que ça marche. C'est pas juste, bon allez, il faut qu'on ait un rapport là, vas-y. Non, ça doit être un vrai moment de connexion, de plaisir, de présence. Parce que c'est l'orgasme, en fait, les préliminaires, le plaisir qui va déclencher l'ocytocine. Donc, moi je dis souvent aux coparents en riant, il faut bien faire ça, d'accord ? Mais donc c'est vraiment cette idée de donner beaucoup de plaisir, et puis à la fin, si le coparent est un homme évidemment, sinon ça va être plus compliqué, mais le fait que l'homme éjacule à l'intérieur du vagin, en fait le sperme contient des prostaglandines. Et les prostaglandines, eh bien vous savez quoi ? C'est la molécule qui est utilisée pour faire mûrir le col. Les choses sont bien faites. Ce que je rappellerai surtout, c'est de s'éloigner de la pression, couper les réseaux, s'échapper du compte à rebours, là, revenir à la simplicité, parfois à la nature, aller se balader, etc. Au lien, se faire des câlins, juste se prendre dans les bras. Parce qu'un bébé naît quand lui, il est prêt. Et que votre corps, il sait, il a juste besoin de sécurité pour faire ce qu'il sait faire. Alors voilà, si tu m'écoutes aujourd'hui et que tu es en fin de grossesse, t'es pas toute seule. Vraiment, je suis de tout cœur avec toi. Je sais à quel point c'est difficile, je le vois constamment avec mes patientes. C'est vraiment qu'une question de jours. Dans quelques jours, tu auras ton bébé dans les bras. Peut-être que c'est demain, peut-être que c'est après-demain, peut-être que c'est après-demain. Mais c'est une question de jours. Fais-toi confiance. J'aimerais vraiment te laisser avec une certitude simple. C'est pas ton corps qui est en retard. C'est pas ton bébé qui traîne. Si ton bébé est toujours bien au chaud, c'est que ton bébé est bien. Il n'a pas décidé d'aller contre tes plans. Il n'a pas décidé de t'embêter. Non, c'est juste qu'il est bien. C'est juste que la physiologie n'a pas de deadline. Et tu as le droit pleinement de dire « j'ai besoin de temps, j'ai besoin d'y croire, j'ai besoin d'être écouté ». Et je crois profondément que c'est ça aujourd'hui notre rôle de soignant. C'est pas de forcer ni de presser, mais c'est d'accompagner avec confiance. Alors si cet épisode t'a parlé, si tu te sens concerné, je t'invite à le partager avec d'autres femmes enceintes de ton entourage, avec des pros qui t'accompagnent. Venir me dire ce que tu en penses sur Instagram ou aussi sur le répondeur de Sage-Femme Authentique. J'ai pas reçu de message encore, je suis triste. Je pensais vraiment que ça allait fonctionner. Donc appuyez sur le lien et venez me laisser des petits messages. Et puis évidemment, vous pouvez me laisser des vocaux, etc. Sur la page de Sage-Femme Authentique, Instagram. On approche des 2000 followers, je suis en joie, vraiment. Si tu es sage-femme, que tu accompagnes les femmes et que tu te sens concernée notamment par cette question, tu sais que la communauté des sages-femmes authentiques ouvre demain. Donc si tu veux encore te préinscrire, tu peux utiliser le lien dans la description de l'épisode. Je t'aurais mis beaucoup de liens dans la description de l'épisode aujourd'hui. Mais voilà, merci de m'avoir écouté.
Merci de remettre du sens, de la nuance, hein, dans ces moments qui sont intenses. Et puis, on se retrouve demain pour la suite de J'envoie. Et d'ici là, portez-vous bien.